Donc chez Hax, sur 80 startups dans lesquelles on a investi, 65 ont déjà terminé le programme d'accélération. On a démarré il n'y a que 3 ans. On a déjà 3-4 sociétés qui sont bien. On a une société qui fait des kits de robotique qui s'appelle MakeBlock. On en a une autre française qui est très bien aussi, qui s'appelle Print, une imprimante pour smartphone avec des fonctions de réalité augmentée. Donc ils ont fait, c'est le plus gros Kickstarter français, ils ont fait 1,5 million. On a une société qui s'appelle Nexthink Company qui font un ordinateur à $9. Ça va assez vite. La société là qui a fait son ordinateur à $9, elle est sortie de chez nous il y a 1 an et là elle vaut plusieurs dizaines de millions. On utilise la supply chain de Shenzhen pour améliorer les produits et les produire en série. Et ensuite, on peut les lancer mondialement avec du crowdfunding ou de la distribution aux États-Unis ou ailleurs. Notre modèle à nous, c'est un modèle d'investissement. On investit dans les startups, on est un investisseur indépendant et on cherche à ce que les startups réussissent le mieux possible. Quand on est comme nous, un investisseur privé, c'est plus simple. L'offre est assez claire, on investit de l'argent, des ressources, et on prend des parts dans la société, on se dit que dans 5-10 ans, ça vaudra quelque chose. Dans certains cas, on explore trouver des partenariats ou des accords avec des grandes entreprises qui pourraient être les premiers clients ou des fournisseurs de technologie pour la start-up. On a déjà fait ça avec notamment une campagne qui a très bien marché récemment sur Kickstarter, qui a fait près de $2 millions pour des écouteurs qui aident au sommeil. Alors après, dans les modèles d'accélérateurs, il y a plein de choses. Nous, accélérateurs privés de type investissement, c'est un modèle. L'autre modèle, c'est l'accélérateur corporate. Il y a des accélérateurs ou incubateurs au sein de grands groupes. Certains ont essayé plusieurs fois de faire fonctionner ça, comme par exemple Foxconn, qui sont très connus dans le manufacturing. Ils ont essayé 2-3 fois de lancer des programmes avec des startups. Ça a l'air compliqué. Il y a un modèle intéressant, qui n'est pas vraiment un modèle d'incubation, mais qui est un modèle un peu d'investissement, partenariat. Ce que fait Xiaomi, donc c'est le numéro 1 des smartphones en Chine. Eux, donc, ils vendent des smartphones, ils font beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de distribution, mais ils investissent aussi dans des startups qui ont des objets connectés. Ils prennent 20%, 30% de participation en échange de capital. Et ensuite, ils donnent accès à leur circuit de distribution en ligne à ces sociétés-là. Ce qui fait que n'importe quel produit dans lequel ils ont investi va vendre 1 million ou plus de n'importe quoi. Donc c'est très intéressant et tout est connecté par le biais de leur smartphone. Donc ça crée un écosystème vraiment assez puissant et ça c'est un modèle qui est pas mal, mais c'est pas vraiment un modèle ni d'incubation ni d'accélération. Donc en regardant les différents marchés asiatiques, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils sont finalement assez isolés les uns des autres. Il y a une très grande variété d'écosystèmes, de cultures. Il y a des pays très avancés. Donc Japon et Corée ont des infrastructures aussi bien internet et de mobile phénoménales sur lesquelles ils ont créé des services qui sont pour certains en avance sur nous et dans certains cas qui leur permettent d'avoir une certaine indépendance numérique. Et dans certains services, on voit un peu des batailles aux frontières par des services qui viennent d'Asie ou d'ailleurs. Par exemple, il y a des pays en Asie qui sont dominés par WhatsApp dans la messagerie, d'autres qui sont dominés par Line qui viennent du Japon, d'autres qui sont dominés par WeChat qui viennent de Chine. Aujourd'hui, on est à Hong Kong et c'est assez marrant parce que Hong Kong, c'est la Chine, mais les gens utilisent WhatsApp. Parler d'Asie, c'est finalement juste un point de vue géographique, mais ça ne reflète pas du tout la réalité du terrain. Après, il y a aussi des grosses différences en termes d'entrepreneuriat. Il y a des pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de capital disponible, comme la Chine, où c'est très très concurrentiel, très compétitif, et c'est très agressif d'ailleurs dans la compétition, aussi bien entre les locaux que n'importe qui viendrait lancer un service ici. C'est un peu le cas de l'Inde aussi, qui commence à sortir de très très belles sociétés. Et l'Inde a des problèmes différents, parce que la Chine a des infrastructures très solides en termes de logistique, distribution, paiement, infrastructure web et mobile. L'Inde, c'est pas le cas. Il y a 2 ans, j'étais en Inde faire un petit tour des startups. Je commande un taxi, j'ai attendu 40 minutes, et au bout de 40 minutes, on m'a dit « il vient pas ». Ça, c'était l'Inde. Et donc, ça a donné un espace pour une société qui s'appelle Ola Cabs, qui va amener un taxi au moins à l'heure, propre. La difficulté pour faire du e-commerce en Inde, c'est pas de faire une page web, c'est de faire toute la logistique qui va derrière, qui ne fonctionne pas. Il y en a très peu. Pourquoi il y en a très peu? Parce que la plupart ne sont pas adaptés à l'écosystème local, opèrent à bout de bras depuis leur headquarters loin. Et leurs services ne s'imbriquent pas bien dans tout ce qui est canaux de distribution, de paiement, culture, de promotion locaux. Quand eBay est arrivé, Alibaba a rapidement lancé un service concurrent qui s'appelle Taobao. Et ce que Jack Ma, le CEO de Alibaba, a dit, c'est eBay a échoué en Chine parce qu'ils essayaient de faire atterrir des avions de chasse dans des rizières.
ils n'avaient pas l'infrastructure qu'ils avaient aux États-Unis, en Chine. Et cette infrastructure-là, qu'Alibaba, elle a construite, en termes à la fois de confiance en ligne, de logistique de distribution. Les startups étrangères qui viennent ici, en général, on les appelle encore startups, mais très souvent, c'est des boîtes très matures qui valent déjà $1 milliard ou plus, comme Evernote ou d'autres. La plupart de celles qui touchent à l'information ont beaucoup de problèmes, parce que l'information est assez contrôlée. Maintenant, pour celles qui arrivent avec de la technologie ou des choses qui sont beaucoup moins sensibles, comme du commerce ou des choses comme ça. Il y a des opportunités, il y a certaines boîtes, notamment sur des modèles de type vente privée qui ont fonctionné, je crois même avec des entrepreneurs français dans certains cas. Il y a d'autres boîtes qui fonctionnent, des studios de jeux vidéo par exemple, parce qu'il y a beaucoup de talent ici dans le jeu vidéo, dans le jeu en ligne notamment. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs early stage, aussi bien des capitaux risqueurs que des angel investors. Tous ceux qui ont fait de l'argent parce qu'ils ont travaillé ou vous avez des stocks chez Baidu, Alibaba, Tencent ou autres, ils réinvestissent dans l'écosystème. Donc ça va plus vite comme ça. Un partenaire de confiance, en théorie, ça résout les problèmes qu'on a mentionnés plus tôt, c'est-à-dire trouver les bonnes personnes, s'inclure dans l'écosystème local et être sûr que c'est quelque chose que les gens veulent parce que le partenaire ne va pas s'intéresser s'il n'a pas l'impression que ça va se vendre. L'avantage de la Chine, c'est qu'en plus de la distribution par Internet, ils ont la supply chain locale. Ils peuvent tout faire ici, très vite, moins cher. Il y a quelques trucs symboliques, quelques deals symboliques, par exemple Segway, le fameux scooter à 2 roues. Là. Eux, leur business marchait moyennement, ils avaient des copycats en Chine, et il y a un copycat notamment qui s'est lancé en 2012, donc après 10 ans après le début de Segway quand même. Ont mis le temps. Ce copycat marche bien, s'appelle Ninebot. Donc ils étaient en procès avec Segway sur un certain nombre de trucs. Puis ils ont levé 80 millions et ils ont acheté Segway. Donc Segway c'est chinois maintenant. Finalement ça c'est relativement symbolique aussi déjà de la complexité des liens économiques et de qui gagne quoi, mais aussi de se rendre compte que beaucoup de produits qui étaient considérés comme compliqués sont aujourd'hui un peu en train de se banaliser, et même un Segway qui était encore vu comme un truc assez high-tech, assez cher, c'est devenu assez banal. Une boîte chinoise avec des bons roboticiens bricole ça et ils en font un truc bien. En plus le fait qu'ils vendent en flux tendu, donc ils n'ont pas d'inventaire, donc ça fait des économies encore. Donc rien qu'avec ça, avec le même produit, pour être fait dans la même usine, ils peuvent le vendre 2 fois moins cher. Et ça, c'est assez nouveau, c'est intéressant parce que ça fait partie de cette vague de société qui construit une marque de produits physiques entièrement en ligne. Et en Chine, il y en a de plus en plus, ils appellent ce modèle O2O, c'est Online to Offline. Donc on crée la marque en ligne, on vend en ligne et on distribue ensuite offline. Si on a un réseau physique, on a déjà des contrats avec les distributeurs. Ça veut dire qu'on leur donne des commissions, ça veut dire que si on vend en ligne à moins cher, ils vont pas vouloir continuer à distribuer le produit, ils vont dire écoutez, vous vendez en direct moins cher. Donc ça permet à un nouvel entrant d'arriver et de dire moi je fais que du en ligne. Donc la distribution en ligne permet d'avoir plus de choix, plus de flexibilité et des meilleurs prix. Donc c'est une chance pour créer des marques. Alors c'est plus facile à faire en Chine, où il y a des nouveaux consommateurs qu'à l'étranger où finalement il y a déjà beaucoup d'habitudes de consommation, beaucoup de marques connues avec des réseaux déjà établis.